Les petites astuces du support, justement, les règles pour une bonne récupération de données. Les deux règles incontournables, comme on l'a dit, c'est l'échange avec le client, l'historique de panne. Ça, c'est le plus important. C'est ça qui va vous faire gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, faut ne pas hésiter à vraiment avoir les bonnes infos. Les fichiers prioritaires, ça, on va le voir justement après. Faut pas oublier que le Puma, c'est pour traiter des disques malades, mais pas que. On peut faire tous les types de pannes avec. Mais le but, c'est vraiment d'avoir des priorités. Le mode pompier, c'est ce qu'on disait, ce qu'on donne à chaque fois comme exemple. On est pompier, on rentre dans une maison en feu, il y a une grosse armoire. Est-ce qu'on s'enquiquine à sortir cette grosse armoire ou est-ce qu'on ouvre l'armoire, on prend le tiroir où il y a les bijoux, le tiroir où il y a les photos de famille? Eh bien bon, ça va être ça. Là, en mode récupération, il faut se mettre en mode pompier. Alors non pas parce que le disque va mourir forcément, c'est parce que dans tous les cas, ça va vous faire gagner du temps et de l'argent. Plusieurs cas possibles. Euh, on décide de tout prendre. Le disque, au bout d'1 heure, décède. Plus d'accès. On a fait une lecture du secteur 0 au secteur max. Donc on a lu dans un sens classique de marche avant. Et du coup, peut-être que les données clients prioritaires étaient à la moitié du disque. Ça veut dire qu'on va proposer à notre client au final une récupération où on va lui avoir récupéré ses favoris Internet et puis son dossier sur les petits chats qui étaient sur le bureau. Le client derrière va pas accepter, va pas valider. Vous aurez perdu du temps et du coup vous aurez perdu de l'argent. Si vous avez des priorités du client, vous allez lui récupérer son fichier de photos de mariage qui est dans mes documents. Vous traitez ça en premier lieu. Si le disque vient à ne plus fonctionner, vous lui proposez la récupération incomplète, mais sur ses priorités, vous facturez. Donc l'échange client sur l'historique de panne, mais l'échange client aussi sur les fichiers prioritaires. Vous aurez effectivement l'analyse QuickDiag qu'on a vu. Le Puma, je vous l'ai dit, hein, il est capable de reprendre un projet à tout moment. Il sait où il s'est arrêté. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Si on fait un traitement intelligent, on va commencer d'abord dans un premier temps par traiter les fichiers prioritaires. C'est-à-dire qu'on va traiter les 20 gigas. On est sur un disque de 1 Tera là. On va traiter les 20 gigas prioritaires. Ça, c'est bon, c'est gagné, c'est mis de côté. Bien entendu, on va essayer de faire la récupération la plus belle à son client. Donc, on va pouvoir lui demander à ce moment-là de faire avec le Puma une lecture uniquement de l'espace utilisé. C'est-à-dire que le système de fichiers va nous dire que tel secteur sont utilisés, tel et tel secteur ne le sont pas. Et donc, tout simplement, on va analyser ça et on va y récupérer les secteurs qui sont présents, qui sont utilisés. Pourquoi je dis utiliser? C'est-à-dire que si on recherche des fichiers effacés, c'est pas la bonne méthode. Parce qu'on n'est plus dans du présent, on est dans de l'effacé. Donc du coup, le système, pour lui, bah non, ce fichier a été effacé, donc j'ai pas à le fournir. Si on fait ça, derrière, on va pouvoir justement compléter l'arbre, enfin la récupération du client, toujours sur le même disque de 1 Tera, on va pouvoir récupérer 250 gigas de données. Ce qui n'est pas en fait tout à fait vrai, parce qu'on a déjà fait 20 gigas, donc on va demander en fait au Puma de lire que 230 gigas, vu que c'est tout simplement l'addition, hein, il va compléter. Et puis on peut continuer plus loin, c'est-à-dire qu'on va peut-être lui dire au Puma d'aller faire la récupération des 450 gigas de cette partition. Et donc dans ce cas-là, ce ne sera pas 450 gigas à partir de 0. Voilà, il aura que 200 gigas en fait à lire. Il y a 200 gigas manquants. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment cette forme d'entonnoir, mais toujours garder en tête que c'est la priorité du client, qu'il faut qu'on arrive à récupérer, que si on arrive au minimum à avoir ça, c'est gagné, on peut facturer. Mm. Hop. Lire la table des fichiers, c'est ce qu'on vient de faire. Et justement, bah, pour répondre à la question d'Eric, s'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que le contenu visible, donc pas le contenu effacé, hein, le contenu visible présent, est accessible. Il y a très peu de chances qu'on passe à côté, sauf si effectivement c'est un autre problème que le client nous a pas tout dit. Mais si on est sur des secteurs défectueux, si on lit la table des fichiers, qu'on a une table des fichiers qui est lue parfaitement, c'est gagné, on peut déployer notre arborescence, aller sélectionner les priorités du client, les extraire, la récupération est finie, on peut facturer. Si elle comporte quelques erreurs, alors pourquoi je dis quelques erreurs et que je ne peux pas quantifier? Parce que tout va dépendre. Si on est sur une table des fichiers comme là de 9 mégas, mais qu'on a 3 mégas d'erreurs, bah, ça va être compliqué.
à pouvoir reconstituer le puzzle. Si par contre on est sur une table de fichiers qui fait 400 mégas et qu'on a 2 secteurs, bah là, faut pas hésiter, on va faire justement le scan des fichiers. Mais si on a vraiment beaucoup trop d'erreurs, dans ce cas-là, il va falloir faire un lancement et un traitement avec Exascan. Quand est-ce que tu considères qu'il y a beaucoup d'erreurs ou fortement, c'est à partir de combien de C'est un ratio. C'est un ratio grosso modo, et c'est aussi par rapport aux priorités que ton client t'a communiquées, que tu vas pouvoir voir si déjà le répertoire est présent ou non. S'il n'est pas présent et que derrière, tu as beaucoup d'erreurs et que tu fais un scan MFT et que tu ne le vois toujours pas, bah effectivement, ça veut dire que tu vas passer dans l'étape 3 où là, tu vas lancer une lecture de l'espace utilisé ou de la partition, puis faire une analyse avec Exascan. Mmh. Voilà. Mais c'est vraiment, il y a pas, c'est pour ça que je dis que j'ai pas pu quantifier. Je dis que si elle comporte peu d'erreurs, ça c'est vraiment au jugement à vous de Mmh. voir si vous êtes sur 10 secteurs défectueux, sur une grosse table de fichiers de 500 mégas, c'est moins impactant que Mmh. si c'est 10 sur une partition, une table de fichiers qui va faire 100 secteurs, tu vois. Je vais OK. faire la réponse dans l'autre sens, Eric. C'est si tu as beaucoup trop d'erreurs, tu peux pas passer à côté. C'est-à-dire que tu vas effectivement te retrouver bloqué, tu vas pas avoir une arborescence, tu vas le savoir d'emblée Mmh. que tu n'as toujours pas obtenu un résultat qui est satisfaisant, voire loin d'être satisfaisant. Si Mmh. ensuite tu as un doute, je préconise moi plutôt à ce moment-là l'approche commerciale. C'est-à-dire que là, tu as fait un traitement Puma-Cloner, tu as fait ton analyse de fichiers, donc ton scan MFT après avoir fait ta lecture partielle, malgré les erreurs. Donc, tu as une arborescence. Tu vois des dossiers qui correspondent à ta demande client parce que tu as demandé à ton client quelles étaient ses priorités. Là, tu vas pouvoir passer, on le verra tout à l'heure, à une extraction directe de ces fichiers-là pour pouvoir proposer ce résultat-là à ton client. Et finalement, c'est à lui que tu laisses le choix. Et Mmh. éventuellement, tu lui laisses le choix d'un point de vue commercial en lui disant, bon, écoutez, moi, j'ai réussi à obtenir ça. En l'état actuel des choses. Est-ce que ça vous suffit? Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'on en reste là? Ou est-ce que je passe beaucoup plus de temps? Mmh. J'utilise d'autres outils professionnels pour aller scanner plus loin. Et donc, la facturation n'est pas la même. Donc, comprenez qu'à ce moment-là, on passe sur un traitement complexe. Et le devis initial de récupération de données, migration de données simple, c'est plus le même, donc il va vous falloir payer peut-être 250 au lieu de 150. Enfin, ça, c'est à vous d'arriver et de choisir la partie commerciale. Mais pour le coup, tu impliques ton client dans la décision. Mmh. Tu lui donnes Bah, pas, bien c'est sûr, les c'est ce tenants que et je fais dans aboutissants, ce de lui cas-là. dire on a fait le scan MFT, il nous manque des morceaux, etc. Mmh. Tu lui donnes un résultat, soit ça lui suffit et c'est bien, soit ça lui suffit pas et il paye et tu vas plus loin. Voilà. Mmh. OK. Pareil, bien rendre le disque d'origine quand on est certain que le client a validé, qu'il est OK, qu'on a besoin de faire plus d'investigation. Ou auquel cas, si on sent qu'on a un doute, si on se dit: «Ouh là, ce cas, je le sens pas, je suis pas serein», on va dans ce cas-là faire plus de lecture. Si, on va essayer d'aller beaucoup plus loin pour conserver une image la plus Mmh. large, la plus complète possible pour que derrière, si on a besoin de faire une analyse complémentaire, et ben, tout simplement, on n'a pas besoin de ressolliciter son client: «Venez me déposer votre disque, il faut que je relance une analyse». Pas de souci, vous avez un problème, ça va vous permettre de gérer les SAV. Vous avez un souci, vous manquez quoi? Ah, dans mes photos, il vous manque ça. Très bien, je regarde ce que j'ai. Après, bien entendu, il faut aussi indiquer au client que vous conservez les données pendant un laps de temps. Nous, c'est ce qu'on fait au laboratoire. Mmh. Je ne sais plus après la durée si c'est 7 ou 15 jours, mais on garde un clone. C'est le même principe, hein. On va d'abord faire les priorités et une fois qu'on a les priorités, on va au plus loin possible. On conserve l'intégralité de la récupération pendant 7 jours. Ça permet d'envoyer les données au client, qu'il les analyse. Ça permet d'éviter peut-être un problème lors du transport. Le disque a pris un mauvais coup et du coup, le client, quand il ouvre son colis, bah, son disque est plus accessible. Pas de souci, on peut vous refaire une copie. On peut Mmh. renvoyer, gérer le SAV instantanément. Il vous manque une information. Ah, mais vous aviez mis vos photos à la racine de C, vous ne me l'aviez pas dit. Donc, moi, j'ai pris dans le profil utilisateur. Pas de souci, je recharge mon image, je lance un scan, hop, je retrouve les données et je peux compléter. Mmh. Donc ça, c'est aussi intéressant de toujours garder en esprit cet entonnoir, les priorités, mais pas que. On essaie d'aller toujours le plus loin possible. Et puis, hop, je regarde un petit peu où j'en suis au niveau des diapos. Oui, Oui, encore une dernière chose, Alban, sur ta diapo précédente,
on l'avait déjà évoqué hier, bien sûr, mais je pense qu'Yves est au courant de ça. Le client ment souvent par omission ou par méconnaissance. Là, sur une lecture de table qui a beaucoup d'erreurs, on lance en priorité au départ une lecture de l'espace utilisé pour éviter d'avoir à solliciter tout le disque dur ou toute la partition complète pour un traitement avec Exascan. Mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, quand on fait une lecture de l'espace utilisé, on ne va pas chercher à lire les secteurs sur des fichiers ou des dossiers qui ont été supprimés. Et donc, inutile de s'acharner à faire un traitement Exascan sur une lecture de l'espace utilisé si votre client il a supprimé ses dossiers. Il va falloir à ce moment-là passer par une lecture complète. Donc, gardez ça à l'esprit que le traitement au Puma doit être adapté à la demande et à la réalité de la situation de la perte de panne, d'où la timeline et son importance de communication avec le client. Donc l'extraction ciblée, ça c'est quelque chose pareil qu'on vous incite à faire avec le Puma Cloner, c'est une grosse plus-value. L'intérêt c'est qu'on va faire une extraction des fichiers, donc pas de souci, on va pouvoir faire sa sélection, l'extraction. L'extraction, on va avoir différents protocoles de lecture qui vont se mettre en place. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer un listing au format CSV pour annoncer à son client ce qui a été extrait et dans quel état c'est. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est pas bon? Ou est-ce que ça a été justement amélioré via les multipasses de l'outil? Donc ça c'est intéressant. Petit exemple perso, hein, à l'époque où j'étais chargé d'affaires sur la partie labo, j'avais un client qui était dans l'infographie et alors je sais plus si c'était tous les mois ou tous les trimestres, bref, il avait un projet récurrent, donc toujours la même trame, et puis c'était des offres promo qui changeaient, mais la trame de fond était toujours présente. Son disque tombe en panne, il nous l'envoie, on lui fait la récupération des données et on lui fait le listing, et on lui envoie le listing en lui indiquant justement tous les fichiers qui ont été extraits et puis si les fichiers sont bons ou avec des défauts. Et là, du coup, c'est là où ça a pris toute son importance pour moi, ce listing. C'est que le client, justement, m'explique qu'il avait fait appel à nous parce qu'il avait un projet là, à l'instant T, qui était à récupérer. Mais il a trouvé ça vachement utile d'avoir ce listing parce qu'en fait, son fichier qu'il utilise tous les trimestres était défectueux. Donc, c'est-à-dire qu'à l'instant T, il savait déjà que son fichier était corrompu et il pouvait anticiper et refaire le traitement. Plutôt que le jour J, le client l'appelle, faut me faire la modif, pas de souci, il ouvre son fichier, pouf, le fichier qui est capoute, qui est HS et la sueur froide qui arrive. Donc lui, ça lui a permis d'anticiper ce problème, de pouvoir justement résoudre ce souci pour que le jour J, il puisse avoir son fichier disponible et respecter ses délais. Donc ça, c'était un premier point. Et puis après, le deuxième point, c'est aussi pour les particuliers qui ont énormément de photos. Aujourd'hui, avec les smartphones et compagnie, c'est vrai qu'on est bien accro à ça. Donc on se retrouve facilement avec des milliers et des milliers de photos. Et tester l'intégralité de tous les fichiers, c'est pas possible, ça prendra un temps fou. Donc ce fichier justement est là pour pouvoir indiquer une stat même à son client. L'avantage autre aussi, c'est qu'on va pouvoir lui donner ce listing avant même de le faire payer, ce qui fait que lui, il va pouvoir consulter son listing, valider sa récup. Vous, de votre côté, ça vous évite de lui fournir les données. Et du coup, comme ça, tout le monde peut valider sereinement. Il va valider, vous pouvez lui transmettre les données. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, à bien mettre en place à chaque fois que l'on peut. Vous êtes tous les deux équipés de Puma en Pack Pro, qui est donc fourni avec Exascan. Pourquoi il est fourni avec Exascan? À la base, le Puma Cloner, c'était vraiment un cloner dans sa première version, vraiment, mais alors vraiment brut de décoffrage. Hein. Il n'y avait pas d'accès à l'arborescence. C'était vraiment un monitoring avec des petites briques qui se transformaient de différentes couleurs. Et puis, point barre, il n'y avait pas autant d'options. Jean-Pierre a fait un gros effort pour pouvoir afficher l'arborescence, pour pouvoir mettre des scans en place. Mais il y a quand même un outil fondamental, Exascan, qui est vraiment le maître à bord pour ce genre de discipline. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le fournir avec, parce que dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle la double punition, c'est-à-dire qu'on va avoir des secteurs def, non pas sur des fichiers, parce que là c'est la puissance du Puma qui va rentrer en action, mais sur les informations d'arborescence, tout ce qui est table de fichiers. On l'a vu dans la slide juste avant, si on a vraiment beaucoup d'erreurs sur la table des fichiers, dans ce cas-là, on va vous préconiser de faire un pré-traitement au Puma Cloner qui lui va être là avec sa force pour pouvoir récupérer le plus d'informations possible. Il va déposer ça
tout ça dans une destination. Donc cette destination, elle sera accessible à 100% sans aucun ralentissement. Et donc du coup, Exascan, lui, va pouvoir faire une analyse hyper rapidement avec les informations qu'il a pu récupérer via Puma Cloner. Donc, quand c'est comme ça, la solution, par ordre de possibilités, si on a l'option via le clic droit de faire l'espace utilisé, on va au minimum déjà faire ça. L'espace utilisé, pareil, on rabâche, mais c'est toujours sur le contenu visible, ça ne va pas récupérer la donnée des effacés. Et si on n'a pas accès à cette option, parce que le système de fichiers est vraiment impacté, dans ce cas-là, on fera la lecture de la partition. Et derrière, on pourra charger notre image via Exascan qui nous permettra justement de pouvoir lancer un traitement plus poussé, parce qu'il a un moteur plus robuste sur toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Oui, Rémi? Attention avec la problématique d'espace utilisé, c'est vrai que ça ne prend pas les effacés, mais bien entendu, ça va prendre l'espace utilisé du système de fichiers actuel. Et malheureusement, on a encore pas mal de cas de figure où le client a été creusé sur Internet, on lui a dit, eh ben, faut que tu formates ton disque pour pouvoir récupérer les données ensuite. Et donc, du coup, on reçoit un disque dur qui est dégradé, défaillant, parce que c'était ça la cause initiale de la corruption du système de fichiers qui avait fait disparaître des fichiers. Et par-dessus ça, le client a reformaté pour pouvoir essayer d'utiliser un logiciel de récupération de données. Donc, bien entendu, sur son disque défaillant, il n'a pas réussi à récupérer toutes ces données, voire pas du tout. Et vous recevez un disque dur dont le système de fichiers n'est pas le système de fichiers actuel d'origine. Donc là, pour le coup, l'espace utilisé ne sera pas pertinent et vous êtes obligé de passer par une lecture complète pour pouvoir traiter avec Exascan. Voilà. Là, effectivement, on rentrera, comme on l'a dit, sur une problématique d'effacement. Et donc là, le but, c'est de travailler avec Exascan, mais on peut avoir la double punition, hein, comme on l'a dit. Donc, un pré-traitement au Puma et un second traitement à Exascan. Moi, je pensais qu'en fait, avec Puma, on faisait les clones, on récupérait la donnée, et qu'avec Exascan, justement, on allait pouvoir ouvrir la donnée. Alors oui et non, c'est pas tout à fait faux, hein. Mais le Puma, s'il a toutes les informations nécessaires pour pouvoir afficher la donnée, l'arborescence, il le fera. Comme on a vu, on fait la lecture de la table des fichiers. Si elle est clean, on a accès parfait. Si il y a quelques défauts, on va passer par le scan des fichiers, le scan MFT. Et s'il y a vraiment beaucoup d'erreurs, à ce moment-là, on aura effectivement une arborescence qui sera très dégradée, voire en fonction des certaines MFT qui peuvent être impactées, pas de contenu du tout. La MFT numéro 5, c'est le route. Si celle-ci elle est morte, si elle est dans un secteur def, on n'aura pas accès au premier niveau d'arborescence, donc on n'aura rien. On pourra, s'il n'y a que celle-ci qui est impactée, faire le scan MFT, parce qu'il va récupérer toutes les autres MFT. Et comme on l'a dit, il y a une jonction à chaque fois de qui je suis et d'où je viens. Donc on peut reconstituer une arborescence propre. Là c'est le cas où on a pile poil un secteur def sur la MFT numéro 5. Si on a plusieurs MFT qui sont corrompus, voire même des index aussi, et ben au bout d'un moment, le scan MFT n'aura pas la possibilité de tout afficher, et donc dans ce cas-là, on pourra passer par Exascan. L'avantage d'Exascan, c'est que lui, comme on l'a vu tout à l'heure avec le scan MFT, on avait la racine visible, on avait les perdus. Il y a des choses qu'on va pouvoir mettre dans les perdus et d'autres qu'on va pouvoir mettre dans les présents. L'avantage d'Exascan, c'est que lui, il va vous faire une seule arborescence avec tous ces éléments. Il va arriver plus facilement à des éléments perdus, les repositionner au bon endroit, et auquel cas, dans Exascan, il y aura un petit répertoire qui s'appelle Lost File, et dans ce Lost File, vous allez retrouver justement tout un tas d'arborescences, pareil, des répertoires alors numérotés avec des numéros aléatoires à la base, mais quand on rentre dedans, on retrouve des morceaux, des grappes d'arborescence. Et cela, c'est Lost File, tout simplement parce qu'on n'a vraiment plus aucune jonction avec le parent, donc on ne peut plus le reclasser proprement dans l'arborescence. Donc sur Exascan, pareil, quand tu fais un scan, bien vérifier ton arborescence classique et dans un second temps, bien regarder aussi dans les Lost Files. Dans les Lost Files, tu vas trouver tout et n'importe quoi, hein. Aussi bien des choses effacées volontairement par le client que des éléments qui n'ont pas pu être classés. Voilà. Donc après, les deux produits peuvent fonctionner, mais dans certains cas, ils vont fonctionner de pair, justement. Comme l'inverse, hein, un disque avec des secteurs défectueux, comme j'expliquais ce matin, le processus d'analyse n'arrivait pas au-delà de 10%, parce que justement, il y avait des secteurs def, et qu'une fois qu'on a passé au Puma, eh ben, Exascan a été meilleur parce que Puma a été très bon.
Quand utiliser le Puma Cloner? Alors pour vous, du coup, quand est-ce que vous l'utilisez ou vous l'utiliseriez? Allez-y, hein. Du coup, Disque défectueux. ouais, disque défectueux, ouais. Quand le disque. Un, un disque défectueux. Ok. Oui. Uniquement quand j'ai un support récalcitrant. Tout à fait. Mais non, faux. Désolé, on n'est pas d'accord avec ça. Utilisez le Puma tout le temps, tout le temps, tout le temps, le plus possible. Que ce soit pour les récupérations de données, pour faire une migration, un clonage préventif, un blanchiment, une analyse. Il y a plein d'options, pas que pour faire de la récup, hein, on l'a vu, hein, blanchiment de données, des choses comme cela, mais Oui. aussi tout simplement parce que si vous faites pas un quick diag, alors vous allez me dire il y a SDC, mais là on parle de Puma. Si vous n'avez pas fait de quick diag, eh ben vous savez pas si le disque est réellement bon. Donc vous allez lancer une récupération, ça va peut-être s'arrêter à 80%, mais le problème c'est qu'avec Exascan, mais le problème c'est que vous n'êtes pas resté derrière l'écran pour voir si la barre de progression allait bien jusqu'à 100%. Donc il n'y a aucune alerte à un moment qui va vous dire que la récupération via Exascan seul ou via d'autres outils s'est bien passée. Il n'y a rien qui vous dira, si vous n'avez pas fait de quick diag en amont, que le disque est bon, sain et stable. Donc, non, surtout pas. Il ne faut pas utiliser le Puma en dernier recours quand on a tout essayé, quand je ne sais plus quel outil tu utilisais tout à l'heure, Easus ou je ne sais plus quoi. C'est ça, hein. Non, ne pas attendre le dernier moment où ça y est, j'ai tout tenté, j'ai déjà passé 18 heures sur Easus, mon disque s'est encore plus abîmé, et maintenant je vais le passer sur le Puma, ah bah zut, il m'a accordé que 2 heures de traitement. Non, en fait, il aurait pu t'accorder 18 heures de traitement et tu aurais au moins pu récupérer tes prios. Oui, vraiment être plus préventif avec Puma Cloner, quoi. Ouais, ouais. Faut pas hésiter à faire du diag et tout de suite derrière à lancer un traitement via le Puma Cloner. Pareil, en amont, on a bien échangé avec le client, comme ça on n'a pas de doute à se poser. On peut se concentrer sur cette tâche, on n'est pas coupé en disant il faut que je rappelle le client, je le mets en stand-by. On essaie de partir d'un seul coup. Donc voilà, vraiment l'utiliser tout le temps ce Puma Cloner le plus possible. SDC pareil, hein, en amont, comme ça vous évite dans un premier temps d'être obligé de débrancher le disque. Et puis comme on l'a vu tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à faire des images le plus complet et la plus complète possible pour pouvoir avoir une gestion des SAV derrière s'il y a un souci. Pourquoi je dis ça? Combien de fois j'ai eu des clients pareils qui des disques qui n'avaient pas beaucoup de défauts, ils sont passés par le Puma, ils ont fait une récup, ils n'ont pas forcément gardé la trace du projet, ils ont du coup déposé, ils ont formaté le disque du client, ils ont réinstallé un système propre, ils lui ont remis ses données, super, ils ont fait le travail, et puis le client, il lui manquait des informations. Bah ouais, mais là, on est sur le cas où on a eu une réinstallation de fichiers, de systèmes, donc un grand nombre d'écritures. Et derrière, pour récupérer les données qui étaient présentes sur le disque, c'est perdu. Que si on a une sauvegarde, à l'instant T, parfait. C'est le conseil aussi qu'on donne aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'appels sur des systèmes RAID, des clients qui nous disent, bah voilà, j'ai des soucis, ça. Avant même qu'ils commencent à faire des étapes en interne chez eux, on leur préconise de faire tout de suite des images ou des clones. Pourquoi? Parce qu'un système RAID, si on a un disque qui est désynchro, qui a ressurgi de la nature, qu'on est en train de refaire une reconstruction avec un disque désynchro, derrière, on va avoir des écritures sur l'intégralité des supports, et en plus, on aura des données qui ne seront pas fonctionnelles parce qu'elles seront justement recalculées avec un disque désynchro. Le problème, c'est que quand on arrive à cette étape-là, le laboratoire, on va pouvoir faire des choses, mais on aura une récupération de moins bonne qualité. 2, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Et puis 3, le client, ça va plus l'embêter de payer à un certain prix pour une récupération bancale, alors que si la récupération est super propre, il va valider très rapidement. Donc on leur dit aux clients, très bien, vous voulez tenter des choses, vous voulez changer les disques, vous voulez faire des reconstructions, ok, mais faites des images, faites des clones avant. Comme ça, si ça se passe mal, on a figé le premier problème plutôt que de nous envoyer des disques avec multi-problèmes. Sur le Puma, pareil, il y a une petite chose quand vous avez besoin de faire une lecture complète. Depuis tout à l'heure, avec Rémi, on parle de lire l'espace utilisé qui est disponible via le clic droit. On voit sur la partie de gauche des cases à cocher.
on peut le faire effectivement. Il y a une case à cocher sur la partition. Si je clique dessus, ça va me prendre tous les fichiers. Pourquoi aujourd'hui on vous déconseille fortement d'abuser de ces cases à cocher? Le résultat sera strictement le même. D'un côté, on a sélectionné tous les fichiers, on va lui demander de lire, et de l'autre côté, on va passer par lire l'espace utilisé. La différence qu'il va y avoir, et puis ça au pire, je vais même le montrer en direct, ce sera même encore plus parlant. Et je vais ouvrir mon Puma, hop. En plus, ça tombe bien, parce que je vais pouvoir vous faire voir aussi quelque chose, comme quoi on n'est pas à l'abri de disques avec des soucis ou quoi que ce soit. Hop. Il est là, ouais. Donc, tu prépares le Puma, j'en profite pour revenir sur l'histoire de systématiser l'usage du Puma Cloner. Il ne faut pas oublier que le Puma Cloner a un bloqueur d'accès au disque dur par Windows, ce qui veut dire que votre disque dur est totalement protégé et qu'il n'y a pas d'écriture sur le disque dur. Donc on est bien dans quelque chose qui est fondamental en récupération de données, la conservation de l'état initial. On l'a évoqué par rapport au RAID sur les risques de reconstruction, mais c'est vrai aussi, à partir du moment où vous allez brancher un disque dur externe en USB, dès que vous avez un accès à une partition qui va être montée, il y a des écritures qui sont dans le système de fichiers. Et suivant la situation, on va dire peut-être vous avez un disque dur qui est récalcitrant, qui est défaillant, qui a proposé un blue screen, vous n'êtes pas devant la machine, l'ordinateur reboot, et hop, on va commencer par un check disk. Et là, c'est pratique. Donc du coup, en utilisant le Puma Cloner, vous vous prémunissez aussi de ça, vous conservez l'état initial du disque dur du client le plus possible. Voilà. Je ne peux pas dire absolument, parce que le simple fait de le solliciter, bien sûr, risque de le dégrader. Mais le Puma Cloner le sollicite de manière intelligente, là où Windows tape dans le gras. Et le Puma Cloner ne fait absolument aucune écriture sur le disque dur, là où Windows va en faire systématiquement. Du coup, pourquoi tout à l'heure je disais de tout le temps utiliser le Puma Cloner pour n'importe quel cas. Là, typiquement, vous voyez, on est sur un disque dur, on est sur un nombre de secteurs réalloués à 1194 secteurs déjà. Alors pour la petite histoire, ce disque, c'est le disque d'une de nos machines. Alors certes, c'est un ordinateur qui est utilisé uniquement pour les visios du matin, vu qu'on a Rémi qui est en Alsace et puis qu'on fait des points aussi ponctuels avec nos collègues d'en face au niveau du labo, pour éviter que tout le monde se déplace, on fait des visios. On a acheté là dernièrement des SSD pour toujours dans la recherche et développement sur nos différents produits SDC et Puma. On avait besoin de certains SSD, donc du coup on les a recyclés pour que ça aille un petit peu plus vite, quitte à faire. Et du coup, ça m'a fait rire parce que quand j'ai changé le disque, j'ai fait un clonage préventif, enfin en passant par la récup de données, et je me suis rendu compte qu'en fait on était sur un disque qui était en début de défaillance, mais on s'en était jamais rendu compte. Parce que c'est une vieille machine, c'est un ordinateur, un PC portable de récup, qui soit pas hyper véloce, c'était pas très grave. Voilà, c'était la faute de la machine, c'était pas la faute du disque. Donc typiquement, un cas comme ça, le client ne le voit pas. Nous, on s'est jamais inquiété de savoir s'il était bon ou pas, ce disque. Et en fait, on est sur un disque qui avait quand même déjà pas loin de 2000 secteurs def. Donc voilà, ça c'est pour la petite, vous voyez, PC Visio, je vous mens pas. Hop. La différence du coup, je vous disais, entre le fait de sélectionner à fond toutes les informations. On va faire le test d'ailleurs. Je vais lui demander ici de lire la sélection. Donc là, qu'est-ce qui va se mettre en place? Il va commencer l'énumération des fichiers. Il va parcourir le premier répertoire, tous les sous-répertoires, connaître les coordonnées de tous les fichiers. Et suivant, on va continuer au deuxième, on va continuer au troisième, etc. Donc là, on n'est que dans de la découverte. Il est en train de calculer les coordonnées de tous les fichiers. On en est à 3000. Donc on peut attendre encore un petit moment parce qu'il y en a beaucoup de fichiers. Et là, on voit que pour l'instant, il est encore en phase de calcul. Donc vous voyez, en 27 secondes, 30 secondes, voilà, 30 secondes, il m'a énuméré 4500 fichiers. Hop, je vais essayer de l'arrêter. Bon, voilà. Il y a plein de fichiers qui sont inutiles à scanner là-dedans. En plus, effectivement, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais imaginons qu'on, toujours dans notre pyramide, dans notre entonnoir, on a fait la première étape où on a récupéré les données prioritaires et que maintenant on veut se faire un backup de l'intégralité, histoire d'être serein. Si je passe par la case à cocher, on a vu, hein, en 30 secondes, il m'a énuméré 4500 fichiers et puis il lui en reste encore toute une tripotée. Ça veut dire qu'à cette phase-là, il est dans une phase de calcul et il n'a pas encore copié une data. Zéro data de copier.
Si je passe par lire l'espace utilisé, hop, il se lance. Voilà, en 2 secondes, il est déjà en train de m'indiquer 37 Go 54 à lire. Et là, il est en train de copier la data, la donnée client. Donc vous avez vu tout à l'heure, en 30 secondes, il avait énuméré 4000 fichiers, ça représentait à peu près 11 gigas, ça veut dire qu'il en était qu'à un tiers, et puis il y a peut-être encore même, lors de la découverte, d'autres relations qui peuvent être très très longues. Là, en 3 secondes, on va dire, on a été capable de connaître les secteurs actuellement occupés par de la donnée. Alors ça, pourquoi on est capable de faire ça? C'est toujours par rapport au principe des MFT. Ça va être ici le bitmap. Le bitmap qui est un peu le même principe que la map qu'on a dans les fichiers système du Puma Cloner. Ça va être une cartographie. Hop, on va le voir en exa. Ça va être une cartographie de tous les secteurs. Il dispose d'un code. Donc quand on est sur du FF, ça veut dire qu'il n'y a pas de données. Et puis après, par contre, quand on va être sur d'autres symboles, ça veut dire qu'il y a de la data. Donc le Puma, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre ce fichier qui fait 14 mégas, il va le parcourir et il va être dans la capacité de connaître tous les secteurs qui sont utilisés. Et l'avantage, c'est qu'il va pouvoir justement faire des regroupements, vu qu'on là, on n'est pas en train de parler de data même, on n'est pas en train de se poser la question si la photo numéro 1 fait 10 secteurs et la photo numéro 2 fait 12 secteurs. On est juste en train d'énumérer, savoir, via la cartographie, si c'est utilisé ou pas. Donc on va pouvoir faire des rassemblements de blocs, de secteurs, pour créer des gros blocs de lecture. Et en plus, on va gagner aussi en rapidité, parce que plus on va avoir des volumes importants à copier, plus on va avoir le temps justement de monter dans les taux de transfert élevés. Et donc du coup, on aura un gain aussi de vitesse là-dessus.